Gens de la radio, gens de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desesquers et je serai votre guide pour le programme Amos vous raconte son histoire. Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles puis montez le son. Bonjour à tous à la maison, en balado, à vélo, bienvenue au podcast Amos vous raconte son histoire. Aujourd'hui, la scène de la construction de l'église, tirée du circuit Amos vous raconte son histoire, toujours avec moi pour animer cette très instructive émission. Je reçois, on reçoit pas, elle est avec moi depuis les tout débuts du podcast. Elle a reçu tous ses sacrements et elle est allée quelques fois à la messe de minuit. Aucune religion ne fait partie de sa vie car toutes les intéressent. Elle fait donc comme plusieurs contemporains. Elle pige parmi différentes valeurs et principes et s'est fabriqué son propre code moral. Elle adore les églises du point de vue architectural. Bonjour Véronique Filion. Salut Bruno, je suis très contente d'être à tes côtés. À tes côtés. Alors, Bruno, vous savez, a été servant de messe. Il connaît les chansons du mois de Marie. Il a longtemps fréquenté la messe obligatoire du dimanche avec sa famille. Il vient d'ailleurs d'une famille catholique assez pratiquante et adolescent, il rêvait d'être gourou d'une secte. Très ambitieux, Bruno, quand tu étais jeune, hein? Oui, c'est ça. Je suis ta seule adepte, hein, tu sais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Écrivez-moi, ceux qui sont intéressés à starter ça avec moi. On va s'organiser quelque chose. Alors, aujourd'hui, c'est avec M. Pierre Tremblay qu'on aura la chance de se recueillir sur ce sujet. Donc, bonjour Pierre. Bonjour Bruno, bonjour Véro. Allô Pierre. Alors, permettez-moi de vous présenter. Vous êtes récipiendaire du prix Reconnaissance Thérèse Pagé en 2017. Vous êtes retraité de l'éducation depuis plusieurs années. Vous êtes passionné d'histoire et de patrimoine. Vous avez fondé même la Société du patrimoine Aricana afin de vous porter à la défense de la maison Hector Autier et en assurer sa préservation. Et ça a fonctionné, heureusement pour nous tous. Votre engagement dans les arts et la culture se manifeste aussi dans le domaine littéraire et théâtral. On vous doit la mise en œuvre des productions théâtrales à caractère historique, La folle Odyssée de Bernadette, Ce sera une cathédrale, ainsi que la quête spirituelle, Le chemin de Geneviève. Alors, vous nous permettez de vous tutoyer aujourd'hui, Pierre? D'accord, oui, certainement. Alors, comment ça va, Pierre? Ça va bien. Yes. Nous, on se connaît depuis vraiment longtemps. En fait, longtemps, depuis qu'on était à Amos. Je pense qu'on s'est rencontrés en 2009, la première fois. Oui. Puis tu nous avais approché pour... La folle Odyssée, on n'avait pas le nom à ce moment-là. Non, exactement. Il fallait faire quelque chose pour la venue du centenaire, le centenaire de l'arrivée des Turcottes à Amos, 1910-2010. Alors, en 2009, Sylvie, ma fille, et moi, on s'en inquiétait. Est-ce qu'il se fera quelque chose à Amos? Et ma fille m'a dit les productions du raccourci, Bruno Turcotte. Et moi, je suis allée à l'école avec Sylvie à l'époque du secondaire. Donc, on se connaissait un peu de nos métiers aussi par après dans notre vie d'adulte. Mais heureusement qu'il y a eu cette étincelle qui vous a allumé parce que ça a été vraiment une œuvre précurseur au niveau de la prise de conscience de l'histoire à Amos, je trouve, en tout cas de ma connaissance à moi, parce que je suis arrivé ici en 2001. Fait qu'une œuvre précurseur. Ensuite, là, toutes les célébrations du 100e qui a eu lieu aussi, qui étaient ancrées quand même dans l'histoire. Amos vous raconte son histoire aussi. Fait que ça a été une belle odyssée. D'accord, j'en suis bien content. Moi, ça m'a donné vraiment le goût d'écrire à partir du matériel historique. Et puis, à l'époque de l'écriture de La folle Odyssée, on a comme co-écrit ensemble, ce que je me rappelle, j'écrivais mes scènes, on avait des rencontres à toutes les semaines, on retravaillait des trucs, puis on a vraiment travaillé de façon étroite. Et puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Personnellement, je trouve que c'est mon texte le plus accompli parce que j'avais vraiment quelqu'un pour m'épauler. Parce que Pierre, il connaît son français, sa littérature, tout ça. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était le fun. Puis moi, j'amenais le côté pour susciter l'émotion parce que, comme vous savez, on partait d'un petit texte
d'un petit journal de bord, mais il fallait rajouter beaucoup de trucs. Donc, merci Pierre, parce que moi, après ça, quand je suis tombée justement dans notre Amos vous raconte, ben, j'avais des livres, des fois certains austères ou très... des listes de dates. Et puis, ça m'avait beaucoup pratiqué justement avec la Folle Odyssée de rendre quelque chose d'historique, vivant, théâtral, essayer de recréer un petit peu l'époque. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais un peu ce rôle d'éditeur-là avec Véronique? Ah, certainement la première fois, oui. C'est une chose d'envergure qu'on avait entrepris là. On allait un peu à l'aveuglette quand même. Il fallait avoir un petit peu de foi dans les productions du Raccourci de notre côté. Oui, parce que... Il y en a plusieurs qui ont cette foi-là parce que c'est rodéo des fois avec nous autres. Alors oui, Mais ça a été un projet extraordinaire que j'espère un jour qu'on va refaire sur scène. Oui, j'aimerais bien. Mais on n'attendra pas 100 ans. Et l'expérience que ça l'a créée pour toi, entre autres, ça l'a généré d'autres projets en plus à caractère théâtral, ce qui est quand même pas rien. Oui, ça m'a certainement donné un élan en la matière, oui. J'ai eu la chance de faire Ce sera une cathédrale aussi, qui a été un succès populaire hallucinant. Là. Oui, il faudra reprendre aussi. Aussi ça, oui. Puis maintenant, j'ai la maturité pour incarner Geneviève dans Le chemin de Geneviève. Tu penses-tu, Pierre? On verra si j'en suis le réalisateur, on verra. La maturité. C'est une question de maturité. Je me suis dit qu'à 55 ans, j'allais être mature un moment donné, là. Et il me reste 10 ans. Let's go, Véro. Alors, je tiens à remercier tous les partenaires qui contribuent à cette production du podcast Amos vous raconte son histoire. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous supporter. Je prends également quelques instants pour vous demander à les gens qui nous écoutent à la maison, en voiture, si vous avez, prenez le temps, s'il vous plaît, d'aimer notre vidéo, de la partager, de mettre un commentaire, parce que vous savez, tout l'algorithme Facebook permet, quand c'est commenté ou partagé, d'être plus vu, davantage vu sur les réseaux sociaux, également sur YouTube. Puis ça nous donne un sacré beau coup de main pour donner de la visibilité à ce podcast-là, pour en apprendre davantage sur notre histoire et sur les aventures qu'Amos vous raconte, son histoire ont provoqué au fil des années. Donc, merci de bien partager et d'aimer notre page. Et vous savez que toutes les émissions d'Amos vous raconte son histoire, le podcast, sont disponibles sur le site internet amosvouraconte.com. Tu vois, mon gars, ces petites pattes-là, là, c'est des traces de lièvre. Ceux-là, là, c'est des traces de renard. Ceux-là... C'est quoi cet animal-là? Bien, bonjour, Madame Turcotte. Appelez-moi donc Bartine. Tout le monde en ville m'appelle comme ça. Bienvenue au centre de camping, Bertine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Mon ami, je vous assure que les temps sont bien trop durs, mais on n'est pas découragé. Dans pas long, on va camper. Ernest veut du Polaris, puis une grosse génératrice, un côte à côte et un trailer pour éviter le ramanchant. Je propose un tour du magasin. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, Bertine. Vous avez des beaux produits, aidez-moi à faire le tri. Des roulottes et des VR, vraiment tout pour le plein air. Des slingshots et des fiftuils, des remorques pour le gros stock. Sans parler de vos VTT, je sais pas me décider. C'est pas tout. On a encore bien d'autres choses pour agrémenter votre été. J'ai bien vu que pour les soupers, vous avez des beaux foyers. Puis toutes sortes de barbecues avec les kits, voyez-vous. Il y a des sauces et des épices, vous êtes vraiment de service. Je vous dis que vous êtes les kings dans vos centres du camping. Ça va venir, on sera bien préparé. Moi j'ai toujours le cœur gai, puis j'ai bien hâte d'aller camper. Et on a aussi tout ce qu'il vous faut pour l'hiver. Du camping en hiver? Ben non, mon petit gars, on a aussi des motoneiges. Là, mon gars, il était vraiment comme ça dans le milieu de la rue, puis là, il y avait personne, puis ici, il était pas capable de s'organiser. C'était vraiment très drôle. Hein? Vraiment drôle. Coucou, patron! Oui.
L'employé que vous venez d'engager, il fait peur vraiment à tous vos clients. C'est parce qu'on a des machines qui font 100 copies minute, capitaine! C'est monsieur, capitaine! En tout cas, lui, au moins, il travaille. C'est pas comme d'autres. C'est parce que je t'en pose, moi, là? Let's go, madame. Rendement! Let's go! Pour tous vos besoins en impression. Imprimerie Aricana. Bien le bonjour, commis aux pièces. J'arpente votre commerce depuis 25 pas et je n'ai toujours pas déniché ce que je cherche. L'hôtel Transcontinental a besoin de refaire sa plomberie, donc j'ai besoin d'un vilebrequin. Ah, hop! Il y a un butcher qui a sacré du gaffer tape en dessous de ton lit. Mon mari m'a demandé de venir chercher la chose qui est dans l'espèce de truc. C'est comme gros, mais pas tant. Cherche quelque chose qui fait tac 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 tac. Un ballon à chaîne. C'est la sorte de tige dans l'affaire. Faut que ça fasse non. Un collier de serrage et une clé à douille. Un chain block, 2 blowers. Assez foncé, mais quand même pas noir. Puis là, plus rien. Un jeu de forêt. Des cyclaires. Un truc mûche. Et un loquet ajustable. Un ratchet, 2 Westcott. Un genre de patente. Lindesh, ibig dagogoede, kichiawiya zuwan. Aucun problème. J'en ai en masse. Chez Location Amos, vous trouvez toujours tout. Peu importe ce que vous demandez ou comment vous le demandez, on l'a. Vous êtes déjà demandé d'où vient le nom Sainte-Thérèse d'Avila, nom donné à notre église? Thérèse voit le jour en mars 1515 à Avila, en Espagne, d'une famille très nombreuse. À l'adolescence, elle oublie ses dévotions religieuses pour mener une vie plus frivole. Elle porte de beaux habits, soigne son teint et se montre en mauvaise compagnie. Quand son père l'apprend en 1531, il l'envoie immédiatement au couvent où elle se trouve claquemurée et replongée dans une vie austère. L'année qu'elle y passe ne la ravit pas, elle se sent oppressée, étouffée entre ses murs clos. Thérèse tombe gravement malade et rentre chez elle. Après de mûres réflexions, elle se résout à entrer en religion et fait ses vœux. Toujours frivole, elle est une religieuse sans grand zèle, oubliant parfois même de prier. Mais Thérèse va vivre un épisode qui est, selon elle, la cause de son regain d'intérêt pour la religion. Un jour de 1542, alors qu'elle se recueille, son regard rencontre par hasard une statue des flagellations du Christ qui lui cause un profond émoi. En voyant le Seigneur plongé dans d'atroces souffrances, elle se sent ingrate de ne pas être plus dévouée. À cette époque, un vent de critique souffle sur les sur les religieux catholiques, accusés de vivre dans l'opulence en ignorant la pauvreté du reste de la population. Thérèse est convaincue que la clé est dans l'austérité. Elle pense que les religieux doivent retourner à une vie pauvre et modeste et elle entend bien jouer un rôle dans ces temps de changement. En 1562, elle crée un couvent qui reflète toutes ses idées. Il est cloîtré et sa décoration est d'une rare sobriété. Le couvent devient un modèle. Elle parcourt l'Espagne pour fonder et réformer des monastères. Le 12 mars 1622, le pape Grégoire XV la canonise. Sainte Thérèse d'Avila. Alors, Sainte Thérèse d'Avila de la cathédrale d'Amos. C'est l'évêque Latulippe qui a nommé l'église en son nom. Mais bien avant de construire la première église de la ville, la population allait à la messe. Les sacrements devaient se donner. Bref, la pratique religieuse ne prenait pas de pause en attendant son lieu de culte. Donc, avant la construction de l'église, Pierre, où donnait-on les messes? Bien, évidemment, on n'a pas attendu la construction d'une église, mais on s'est empressé d'élever un lieu de culte quand même en arrivant ici. En 1913, l'abbé du domaine est nommé curé de l'Abitibi. Mais l'Abitibi, il faut voir ce que c'est à ce moment-là. Hein. C'est le long de la voie ferrée entre la Reine, au fond de l'Abitibi-Ouest, et Sainte-Terre. Et la population de l'Abitibi est de 250 personnes, 300.
et la majorité à Amos, là. Alors, curé de l'Abitibi, ça voulait dire de s'établir à Amos et de desservir les gens d'ici. Et en 1913, la première préoccupation de l'abbé du Domaine, évidemment, la première préoccupation, ça a été assez curieusement l'éducation, une école, faire une école, ça pressait. Et les gens qui étaient ici à Amos, qui étaient établis, bien évidemment, aussi voulaient avoir une école au plus tôt. Mais bien sûr, on a voulu concilier les besoins école et religion et foi religieuse. Alors, on a pensé chapelle-école. Mais c'est un peu sous l'égide de... Bon, il n'y avait pas de commission scolaire. Il y a eu un comité de formés, là, très tôt. Là, quand le curé est arrivé ici, avec les personnes qui étaient ici, on a formé un comité pour envisager une chapelle-école et on a demandé au curé du Domaine d'aller emprunter l'argent qu'il fallait pour construire la chapelle-école, c'est-à-dire 2500 $. Je ne sais pas ce que ça représente aujourd'hui, mais ça serait assez énorme, peut-être. Alors, le curé du Domaine est parti vers Cochrane parce qu'il ne pouvait pas se rendre à Montréal et Québec par l'Est, par Sainte-Terre, la Tuque. Alors, il est parti par Cochrane et a déjà tâché de rencontrer des gérants de banque pour emprunter la somme en question. Mais il n'y est pas arrivé à Cochrane. Il n'y avait aucun lien avec le pape ou tout ça là, pour construire cette chapelle-école-là? Absolument pas. Le pape n'a pas affaire là-dedans, c'est certain. J'avoue que je suis surprise. J'aurais pensé, mettons, que, j'appelle ça la grande famille de l'Église catholique au Québec aurait donné des sous pour, quand on arrive dans un nouvel endroit, pour partir la première église. C'est surprenant qu'il a dû aller chercher son financement chez les banquiers et commerçants, ou c'était comme ça à l'époque? Regardez bien, les gens à l'époque s'en viennent s'établir ici puis se prennent en main. Hein? Ouais. Alors, va chercher l'argent, va emprunter chez un banquier. Okay. Alors, je continue le voyage du curé du Domaine qui passe 2 jours à Montréal et qui ne trouve pas l'argent nécessaire. Il s'en va à Québec, trouve pas. Mais là, il a le bonheur de rencontrer l'abbé... comment s'appelle notre missionnaire colonisateur, l'abbé Ivanoé Caron, que j'allais oublier. Alors, Ivanoé Caron, qui est le missionnaire colonisateur, c'est-à-dire, il est en fait un fonctionnaire du gouvernement, il est en quelque sorte le sous-ministre de la colonisation. Alors, Ivanoé Caron amène le curé du Domaine chez le premier ministre, Laumergouin. Right. Et c'est là que du Domaine obtient l'appui de Laumergouin. Laumergouin va demander à un notaire... prêtez-lui l'argent. Il faut bien voir que l'abbé du Domaine, il n'y avait aucune institution derrière lui. Il n'y avait pas une municipalité, il n'y avait pas une paroisse, il n'y avait pas une commission scolaire. Il venait au nom d'un comité qui voulait bâtir une chapelle-école qui avait besoin de 2500. Alors, le notaire a consenti au prêt à un intérêt élevé, nous dit le texte. Et pendant 3 semaines, le curé du Domaine à Québec d'abord, a acheté les matériaux de construction, a acheté ce qu'il fallait pour faire la construction. Et puis, il a fait le tour de certains autres curés. Et c'est là, Véronique, tu vas voir, dans l'Église, on s'entraide quand même parce qu'il est allé quêter, si on veut, des objets de culte pour meubler son Église ou sa chapelle-école. Alors, il est donc revenu avec il y avait un wagon de train plein des matériaux de construction et des objets recueillis par l'abbé du Domaine. Alors, c'est comme ça que la chapelle-école a été possible en 1913. Et elle a été prête déjà le 21 décembre. On a fait là une première messe. Et c'était pas tout à fait prêt. Et le 25 décembre, là, la messe de minuit dans la chapelle. C'était certainement un grand moment. Hein, vous aviez des bancs sur des corps de clous. Hein. Les corps de clous, c'est des petits barils dans lesquels on vendait les clous. Et on mettait là-dessus un madrier, puis on avait là un bon banc pour la messe de minuit. C'était pas le confort, mais ça devait être réconfortant pour ces quelques habitants, parce qu'on n'était pas beaucoup. C'est ça, on parlait de la rail de chemin de fer, dans le fond, puis il y avait un amoncellement de gens autour, ici, de la rivière, puis du chemin de fer, fait que c'était vraiment même pas un village, il y avait... Non. Ouais. Elle était située où, cette chapelle, pour nous situer un peu dans la ville? Ouais, par rapport à la ville d'aujourd'hui, elle était située, on dirait, dans le parc de la cathédrale, là, au coin, en bas de la butte, même si Monseigneur Latulippe, l'évêque du diocèse de Hélébéré, auquel le territoire d'ici appartenait, même si l'évêque avait déjà prévu un emplacement
au haut de la butte tuée. Alors, pour la chapelle-école, on s'est installé dans le bas de cette butte, ce qui est aujourd'hui le parc de la cathédrale. Parce qu'on savait déjà que la chapelle-école était temporaire, que dans quelques années, l'évêque voulait une vraie église sur le dessus. Oui, on se disait que ça viendrait un jour, Oui, en tout cas, oui. Alors, c'est comme ça qu'on s'est installé là. Et là, donc, c'est une école pour les jeunes hommes et les jeunes filles, les enfants aussi. C'est aussi une église. Est-ce qu'il y avait d'autres utilités? C'est une chapelle, hein? C'est-à-dire une école, c'est une maison dans laquelle le rez-de-chaussée sert de chapelle et le haut sert de logement. Chapelle et classe pour les enfants, qui ne sont pas non plus extrêmement nombreux. Là. Puis il y a une seule classe. Tous les enfants de première à sixième année sont dans cette classe-là. Et le haut sert de logement pour le curé au départ. Okay. Enfin, le curé va pouvoir se loger, alors que jusque-là, il n'était pas là depuis longtemps, de toute façon. Alors, il était logé dans des familles qui voulaient bien le prendre quelque temps. Alors là, il va être installé au-dessus de la chapelle, en définitive, ou de la classe aussi. Et le curé va même faire la classe. On dit 2 heures par jour, et il faisait la classe quand il était là, parce que souvent, il devait aller un peu le long de la voie ferrée, là où il y avait des personnes à desservir. Alors, puis il y avait une fille d'Amos qui faisait la classe, qui était assez instruite pour pouvoir faire la classe aux enfants. Alors, moi, dans les livres, on disait que c'était Mademoiselle Lafleur, la première institutrice. Elle était arrivée avec... c'était la fille de Ferdinand Lafleur, une des premières familles. Puis j'imagine qu'elle était débrouillarde, puis elle était capable de faire la classe. Et quelques années plus tard, ils ont fait une rallonge, une espèce de salle paroissiale, parce que là, le village grossissait, puis c'était pas très gros. Hein, sur les photos, la chapelle-école, c'est très petit. Oui, c'est très petit. Et ils ont construit une rallonge pour avoir des donc, les des photos qu'on voit en général, on a déjà la rallonge, il me semble. Bien, tu dis quelques années plus tard, c'est dès 1914. Ah, OK. Donc, l'année d'après, on a déjà... Déjà, 1913. En 1914, on passe je regarde la population, là, de 340 à 500. Alors, ça prend déjà un plus grand espace. Alors, on fait, oui, cette rallonge qui va particulièrement servir de chapelle. Donc, tout ça avant la construction de l'église, et c'est fascinant juste d'imaginer, justement, tu parles de 250, 300, 500 habitants. Il n'y avait pas de trottoir ou peu de trottoirs carrossables, comme on dit. Oui. Fait que c'est vraiment fascinant d'imaginer ça. Mais ça a pris donc un peu moins de 10 ans. Donc, en 1921, il y a eu la décision de construire l'église, la vraie église, finalement. Non. Pas en 1921, en 1918. Ah oui, OK. Bon, parce que de 1915 à 1918, la population explose. On passe de 550 environ à 1700. OK. 3 fois plus de monde. 3 fois plus. Bon, ça comprend les enfants, là, mais les enfants vont à la messe aussi, là. Hein? Alors, ça explose, et ça explose comme ça dans tout l'Abitibi. Alors, l'Abitibi apparaît à ce moment-là aux gens comme étant une terre d'avenir là, extraordinaire. Là, on se dit, ça va grandir, ça va grandir. Ça va continuer de tripler comme ça. Ça va aller vite. Alors, en 1918, là, il y a déjà un comité qui se dit il nous faut une église. Et ça va être long avant d'arriver à une décision finale parce qu'en 1919, sur la fin de 1919, en décembre, on a construit une école entre-temps. Là. En 1916, les religieuses de l'Assomption sont arrivées. On a construit une école primaire. Ça a libéré la chapelle-école, si vous voulez. Mais en 1919, l'école en question va brûler, va passer au feu. Alors là, tout le monde se demande, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconstruit l'école avec une chapelle qu'on pourrait faire plus grande pour servir d'église ou encore de chapelle-école? Est-ce qu'on fait une église à part? Les gens se questionnent, puis ils se questionnent sur ce qu'ils sont capables de payer aussi. Hein? Oui. Alors, puis, il existe à ce moment-là une municipalité, puis il existe une commission scolaire. Oui. Alors, la commission scolaire... Bon, c'est pas dans le contexte d'aujourd'hui, là où il y a un ministère de l'Éducation puis des commissions scolaires. La commission scolaire, c'est quelque chose de très, très local, mais c'est un organisme dûment constitué légalement.
Alors, la commission scolaire décide qu'on va reconstruire une école, mais avec les moyens de la commission scolaire. Alors, il n'est pas question d'une chapelle qu'on va agrandir. Alors, il faut donc penser, on avait pensé à ce moment-là, prendre l'ancienne chapelle-école puis l'agrandir encore. Puis, mais déjà, en 1918, on avait demandé à l'abbé du Domaine, les gens qui s'occupaient de la chose, on demandait à l'abbé du Domaine de contacter un architecte, puis d'aller voir des églises. Puis on envisageait la solution église, hein, quitte à la construire de façon progressive. C'est-à-dire, on va commencer par faire un sous-sol. on va s'en servir autant d'années qu'il faudra. Puis quand on sera capable de se payer Oui, on rajoutera des étages au fur et à mesure que la richesse va arriver. C'est juste un étage, en définitive, assez élevé. On la rêve, notre église, pendant ce temps-là. Oui. C'est ça. Alors, on avait toutes ces solutions-là à l'esprit, mais Monseigneur Latulippe a presque mis le poing sur la table pour dire « Hey, ça presse, ça vous prend une église. Regardez, là, il y a du monde dans votre... » Ben oui, 1700, là, ça fait plusieurs messes par jour le dimanche, ça, là. Oui, mais une solution qu'on avait, c'était qu'il y avait un curé et il y avait un vicaire avec deux... À l'époque, les prêtres ne pouvaient dire qu'une messe par jour. Alors, même le dimanche. Alors, pour une population de 1700 personnes en 1918, qui est rendue plus élevée un peu plus tard, il y a 2 prêtres. Alors, on peut faire 2 messes le dimanche. Et on s'est dit qu'un 3e prêtre, on appelle ça des vicaires, hein, le curé, les 2 autres, c'est des vicaires. Alors, on s'est dit, un 2e vicaire va aider à faire une messe de plus, puis ça va compenser pour le manque de place dans l'Église. Il s'agit de multiplier les messes dans la même Église, ça va aller, dans la même chapelle-école qui était grande. Bon, alors, on a brassé tout ça, mais en fin de compte, on a pris la décision qu'on était capable de se payer une Église et qu'on allait construire une Église. Alors, la décision est venue, est tombée. C'est réglé. Puis, il a fallu convaincre Monseigneur, quand même, Monseigneur Latulippe, qu'on était capable de payer une telle église. Parce que là, on avait déjà fait du chemin avec Beaugrand-Champagne. Puis, Beaugrand, ça, c'était un architecte de Montréal, Aristide Beaugrand-Champagne. Je serais curieux de savoir moi-même comment le curé du Domaine a-t-il connu cet architecte. Ça doit être dans son voyage, le premier voyage avec l'abbé Caron et tout ça. Je ne sais pas du tout, là. Il n'y a rien qui nous dit. Il était populaire, là, cet architecte-là, non? Ben, il n'avait pas déjà une réputation, peut-être? Oui, il était connu en milieu d'église, certainement, parce qu'il avait construit à Montréal déjà une église en 1915. Pardon. Il avait construit une église d'un style assez curieux pour les gens d'ici. Alors, certainement que ça avait fait parler, que tous les membres du clergé connaissaient. Alors, ça, c'est l'église Saint-Michel, Saint-Anthony, qui existe toujours, qu'on peut voir. Ceux qui se promènent à Montréal, quand on va sur le pont... Voyons, le nouveau pont qui vient d'être construit, là. Champlain, là, on la voit toujours quand on passe. Oui. Moi, je la vois régulièrement quand je passe par là, finalement. Bon. Mais, donc, avant de parler d'Aristide Beaugrand-Champagne, moi, je voulais qu'on parle de la vision de l'évêque, Monseigneur Latulippe, sur l'emplacement de l'Église à Amos. Il y avait une vision, il y avait un rêve, lui, par rapport à l'emplacement à Amos comme un endroit religieux, un endroit de prédilection pour la religion catholique. Oui, dès 1911, quand il est venu, il avait comme mission, de la part du gouvernement du Québec, même lui et l'abbé Caron, qui était un fonctionnaire du gouvernement en toute fin pratique, ils avaient pour mission d'établir où seraient les centres de colonisation le long de la voie ferrée. Alors, on avait établi avec eux que Amos serait le premier endroit de colonisation. Et Monseigneur, déjà à ce moment-là, semble-t-il, l'histoire nous dit qu'il avait repéré que la butte sur laquelle serait l'Église. Et alors, c'est là la butte sur laquelle elle est présentement. C'était l'endroit choisi dès 1911. Alors, il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser en 1922. C'est là qu'on allait la bâtir. Et il y a une petite histoire, une petite anecdote je ne sais pas si elle est vraie. On dit que sur cette butte-là, il y aurait eu une épinette et puis que Joseph Turcotte serait monté dedans en disant c'est ici qu'on va la faire, c'est la plus belle vue, c'est là où on peut vraiment... on pourrait voir plus tard toute la ville qui se place autour de cette butte-là. C'est-tu vrai, ça, Joseph puis l'épinette? J'ai lu l'histoire. Oui, hein?
J'imagine mal grimper dans une épinette, première des choses. Oui, hein, il serait... Un pain gris, ce serait peut-être pas pire. Ah oui? Mais, un pain gris, c'est assez robuste. Je pense que le choix était déjà fait, je pense. Probablement, oui. Ça rajoute au mythe des turcottes, en fait. Oui, on met du sel dans l'histoire. Exactement. Mais on se retrouve au début du siècle. On rêve de cet endroit-là. Tu m'as déjà parlé du rêve de Monseigneur Latulippe qui aurait des couvents, qui aurait vraiment un endroit de prédilection. Oui. Un aménagement. Qui englobe la butte, tu veux dire. Il y aurait l'église, mais il y aurait d'autres... Plus grand que ce qu'on a là présentement. Oui, j'ai vu quelque part dans des documents où on avait envisagé qu'un jour, il y aurait un séminaire. Bon, il y a la butte et il y a les terrains qui vont vers la première avenue. Et bon... Ces terrains-là, d'abord, le curé du domaine a eu comme mission de les racheter parce qu'ils avaient déjà été vendus. Et là, je parle des terrains tout près de la cathédrale, qui sont les terrains du stationnement étagé. Le stationnement. Alors, ces lots-là avaient été vendus assez tôt par M. Autier. Et d'ailleurs, même au Parlement à Québec, ça avait fait du bruit, cette affaire-là. On en avait discuté. Ah ouais. Alors, parce que des gens avaient vu qu'on aurait là le développement de la ville serait autour de ça. Alors, on avait mis la main sur des lots. Ah. Mais par ailleurs, il y avait des lots plus proches de la cathédrale qui avaient été aussi vendus et Monseigneur du Domaine a dû les récupérer, a dû offrir aux gens d'autres lots en échange de ceux-là. Parce que je pense que en tout cas, oui, je l'ai vu dans les documents, Monseigneur avait envie qu'un jour, il y aurait on pourrait peut-être avoir un séminaire en bas de la butte, du côté de la première avenue, j'entends, du côté des... Mais finalement, on a un Tim Horton. C'est plutôt de l'autre côté qu'on voyait peut-être le séminaire, mais justement. Alors, puis peut-être d'autres institutions religieuses, comme il y en a eu beaucoup plus, comme le couvent des Sœurs de l'Assomption, plus éloigné et autres. Mais il y avait comme donc, c'est qu'on pourrait dire, c'est un beau spot géographique, c'est au cœur de notre ville. Puis là, dans le fond, le conflit, c'est un petit peu, est-ce que cet endroit-là, c'est pour des magasins? Moi, ça me fait penser un petit peu la légende de chasser les marchands du temple. Hein. On voulait comme un peu, peut-être garder la butte pour ça. Puis là, ça se retrouve envahi de petits commerces, de stationnement qui... Mais si tu vas à Québec ou à Sillery, là, les terrains, les plus beaux terrains sur le bord du fleuve, là, à partir du Château Frontenac, mettons, ou plutôt des plaines d'Abraham, là, ensuite, c'est distribué aux sœurs, puis il y a vraiment beaucoup de collèges, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu dans ce même sens-là qu'on aurait voulu avoir un centre-ville ecclésiastique ou religieux. Puis après ça, la ville se développe autour. Ça aurait été très beau aussi, mais j'avoue que autour de la cathédrale, s'il y avait eu plus grand terrain, ça aurait peut-être mis en valeur davantage la cathédrale. Mais bon. Faut peut-être pas trop penser. Est-ce que ces gens-là, centre-ville, village, magasin, tout ça, est-ce qu'ils... Bon, faut peut-être pas trop regarder ça comme ça, mais quand même, on peut... on peut rêver. Moi, je le dis. J'avoue qu'aujourd'hui... de voir la cathédrale et de ne pas voir, mettons, le Tim Horton et le stationnement, ça serait magnifique parce qu'on a, avec le parc qui est super beau, puis même le CLSC qui est pas loin, est quand même une belle bâtisse. Donc, ça serait très joli sans le stationnement. Dans Amos vous raconte son histoire, quand on joue la scène, on dit, imaginez, là, on voit la ville de partout. Là, on est là, les acteurs, on imagine toute la ville. On voit le stationnement. Oui, mais le public ne le voit pas, mais nous, on regarde le stationnement puis on fait, les poteaux électriques. C'est une vision quand même romantique. Vous savez qu'un journaliste de la presse est déjà venu ici à Amos et il a pris une photo du Tim Horton et la cathédrale en arrière-fond. Et dans son écrit, il avait mentionné la chose comme quoi c'était assez... ça paraît mal, ça paraissait mal. Alors, les gens d'Amos en avaient été un peu offusqués, mais je pense que le journaliste avait certainement raison. Okay. Alors, tout ce qu'on vient de dire là, les gens vont être offusqués. Ça, je comprends bien. Les gens aiment Tim Horton et la cathédrale. Et la cathédrale. Exactement. Les deux vont ensemble. Tu manges ton petit Timbit après la messe. Là, c'est le meilleur des mondes. Mais en tout cas, il y a un beau placement de produit chez Tim Horton. Maintenant, on revient maintenant à Aristide Beaugrand-Champagne. Le curé donc fait appel à Aristide Beaugrand-Champagne pour imaginer
l'architecture de la prochaine église. Fait que lui, c'était un jeune architecte. Il n'y avait pas non plus tant de réalisations, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui le distinguait des autres architectes. Oui, il était assez fasciné par l'architecture byzantine, l'architecture avec des dômes. Des coupoles. Des coupoles. Ouais. Alors, puis, il en avait déjà réalisé cette église dont on parlait tout à l'heure, qu'il avait réalisée à Montréal en 1915. C'était connu dans les milieux architecturaux aussi. Alors, il était jeune, mais il était déjà réputé pour il était assez spécialisé en matière de construction. Et il disait que quand il estimait un prix pour une bâtisse, que ça se réalisait. Là, c'est ça qui s'était arrivé aussi pour l'Église ici. Alors, il enseignait même déjà, je pense, à l'université. Alors, non, Bourgan-Champagne, c'est un homme assez exceptionnel. Puis il y avait, une technique, mais le béton armé, donc c'était quand même une façon de construire qu'on ne retrouvait pas normalement dans les lieux de culte. C'était très nouveau aussi. C'est ça. Oui, bien pas dans les églises. Une église traditionnelle, évidemment, c'est fait en pierre. Une belle église dans nos villages québécois, là, c'est en pierre. En pierre taillée, oui. Oui. Alors, en béton, personne n'y croyait. Même sur le plan, les gens qui s'occupaient d'architecture, qui croyaient peut-être pas beaucoup qu'on pouvait faire une église. Mais il s'est dit capable de le faire. Maintenant, il l'a fait en béton, mais remarquez que l'extérieur, c'est un revêtement de briques. Et le revêtement qu'on voit maintenant, c'est le revêtement original et qui est assez, je dirais, moderne en quelque sorte. Hein? De la belle brique de différentes teintes. Et ça suffit pour en faire quelque chose de beau qui là, on recouvre le béton et c'est à l'extérieur, on avait quelque chose quand même de très beau. Mais le béton, c'était pas... Oui, comme tu dis, c'est un matériau qui n'était pas vraiment utilisé dans les églises parce qu'on utilisait les pierres, mais le béton n'était pas non plus un choix du hasard. Je pense que si tu veux nous parler un petit peu des incendies, des feux de forêt, c'était peut-être pas un hasard d'avoir choisi ce matériau-là non plus parce que l'évêque La Tulipe avait vécu, pas longtemps avant, je crois, un gros incendie. Ben, pas tout à fait. C'est qu'en 1918, quand on commence à faire la conception d'église, ça se passe entre Bourgan-Champagne et le curé du domaine. Il y a une correspondance. Et déjà, on envisage le béton. Et oui, c'est le curé du domaine qui avait la préoccupation des incendies. Là, parce qu'au Québec, il y en avait eu dans les années précédentes beaucoup d'incendies. Je me demande si dans une année, il n'y a pas une vingtaine d'incendies. Dans des villages, des fois, c'est le village entier qui y passe, dont l'église. Alors, le curé du domaine voulait absolument éviter. Là. Donc, la réputation de Bourgan-Champagne en matière de béton a probablement été la raison de son approche par le curé du domaine. Alors, mais pour ce qui est de Monseigneur La Tulipe, lui, c'est l'incendie, le fameux incendie qui a détruit complètement la ville épiscopale de Hélébéré. C'est en 1921. Là. Déjà, l'église était ici. Là, c'était convenu qu'elle serait en béton, là. Alors, disons, ça n'a pas influencé. L'incendie, mais quand il est arrivé, c'était malheureux, a comme confirmé des fois de dire « Oh, on a fait le bon choix. » Certainement, oui. Et même, il était question qu'on propose à Monseigneur La Tulipe de prendre Amos comme siège épiscopal, mais je ne pense pas que ça se soit fait officiellement. Là, mais ça apparaît quelque part dans les histoires, là. Donc, son style, ses matériaux, là, il y avait un budget qui allait avec ça. Est-ce que la population, à cette époque-là, avait embrassé le projet de façon spontanée? On peut peut-être dire oui. Il n'y a pas de nouvelles ou d'écrits qui nous montrent qu'il y a eu de très grandes disputes, mais parmi les gens les plus concernés, les notables, je dirais les commerçants, les gens peut-être plus en moyen que d'autres, il y a eu de la réticence de la part de certains. Il y a un commerçant assez connu à Amos, pionnier à Amos, M. Bénard, s'objectait à la construction de la cathédrale. C'est-à-dire, je dis cathédrale, mais c'est à l'époque, c'est pas une cathédrale. C'est pas une cathédrale, pas une seconde. C'est une église. Alors, il s'objectait comme ça à la construction d'une église aussi majestueuse. Il se disait, c'est pas nécessaire d'avoir une église comme ça pour rendre hommage à Dieu. Là. On est capable de le faire avec des choses plus modestes. Plus modeste. Mais c'est dans la tradition de l'Église quand même que des populations, même très modestes, veulent rendre hommage à Dieu par des monuments grandioses. Et
tout le développement artistique de l'Europe est presque basé sur les développements, les bâtiments religieux, parce que les artistes avaient là une occasion de s'exprimer dans l'architecture religieuse et dans la peinture. Et on pense à l'Italie, toute l'Europe. Alors, voyez-vous, ici, donc, les gens ne sont pas en reste avec les autres. Ils voulaient une église, une belle église qui serait un bel hommage. Moi, j'ai lu dans des documents qui m'ont été remis par la famille de Emery Sicard que lui aurait été un petit peu, au début, opposé à ça. Bon, c'est le meilleur ami à Bénard. Oui. Bon, probablement qu'ils se sont crinqués l'un l'autre autour d'une petite frette, mais c'était un forestier, donc un gars qui faisait du bois, tout ça. Et paraît-il que, bon, il a dit au curé du domaine que c'était peut-être trop gros, ça n'avait pas d'allure, peut-être que lui préconisait l'église de bois et de pierre, mais que l'abbé du domaine lui a fait une petite phrase pour lui suivre un petit peu les ouïes et lui rappeler que c'était pas à lui de se mêler de ça. Et après, selon la famille, ça c'est un fait, il a fourni les bancs de bois qui étaient dans l'église et que sur les chantiers, les plus beaux morceaux, les plus belles planches étaient réservées pour le curé parce qu'il fallait laisser sécher ça là. Puis il s'est dit, je vais regagner mon ciel en donnant les bancs gratis à l'église. Eh oui, c'est comme ça que ça se passait. Dans le temps, oui. Donc, juste quelques chiffres, là, parce que là, l'église, on la connaît, même qu'on on la voit à l'écran présentement. Donc, c'est 160 pieds de hauteur, dôme de 100 pieds de diamètre, 14 mois de construction des fondations jusqu'aux feuilles de cuivre sur le dôme, un budget de 124 000 $ en 1921 et environ 900 places. Mais je ne sais pas d'où vient le chiffre de 160 pieds de hauteur. OK, parce que ce serait 100 pieds, 105, 110. OK. Par ailleurs, on a érigé là-dessus une croix assez imposante qui, elle, va, si on veut mesurer jusqu'au bout de la croix, on va ajouter des pieds, mais 160. Ça ne va pas jusqu'à 160. Ça ne tient pas du tout. Là, je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Est-ce que la croix... Il vient d'Amos vous raconte son histoire. Qui vient de Wikipédia. C'est des histoires. Je suis sûre que je l'ai pris à quelque part. Tu parles de la croix sur le dôme. Moi, j'ai entendu et j'ai lu aussi que plus tard, là, il y avait une certaine époque, une jeunesse dans les années peut-être 50-60, que c'était une espèce de petit défi d'adolescent d'aller grimper sa coupole pour aller faire son... Oh, hey, on ne peut pas dire ça à l'écran, Véro. Oui, c'est vrai. Les jeunes aujourd'hui qui nous écoutent, vous ne pouvez plus le faire. Ils ont enlevé les échelles. Mais moi, je pense que c'est dans le livre de Michel Pajot qui était écrit cette petite anecdote qu'il y en avait des jeunes garçons qui montent, pas sur la croix, mais qui montaient pour aller montrer qu'ils n'avaient pas peur des hauteurs. C'était un défi. As-tu fait ça, toi, Pierre, dans ta jeunesse, aller... D'abord, ma jeunesse ne s'est pas passée à Amos. Alors, mais j'ai lu, on a entendu la même chose. On peut lire ça quelque part. Oui, ça se peut que ça soit... Ne le faites pas, c'est très dangereux. C'est étonnant, d'ailleurs, qu'il y en a qui ont eu l'idée. C'est monumental, cette église. C'est quand même... c'est la c'est dur de comparer. Beau en plus quand on la voit de très loin en arrivant à Amos. J'avoue que j'aurais aimé dans ma vie la voir avec le dôme de cuivre, de voir cette couleur-là, le reflet du soleil, le fait que ça brille, ça devait, parce qu'on l'a toujours connue verte à cause... oxydée. Oui, c'est ça, mais ça devait être de toute beauté, hein, de voir ça en cuivre. Je ne sais pas si c'était beau, mais en fait, en 1962, on l'a refait complètement, le dôme de cuivre. Oui, bien, ils n'ont pas attendu ma naissance. Mais ils n'ont pas attendu assez longtemps encore. Au début, donc inaugurée en 1922, cette église, est-ce qu'elle avait le même air que présentement? Là, on ne parle pas de présentement avec les briques qui tombent, mais je veux dire, les décorations, l'intérieur, extérieur, est-ce que ça ressemblait à ce qu'on connaît aujourd'hui? L'inauguration, c'est plus 1923, là, elle a été construite de 22-23. Et l'extérieur identique à ce que c'est aujourd'hui. Bien, identique, non, mais en tout cas, assez semblable. Par ailleurs, à l'intérieur, la différence était énorme. Au moment de la construction, en 1923, l'intérieur est sur le béton nu. Alors, c'est voyez-vous, des pilastres en béton coulé qui viennent supporter le dôme. Mais entre les pilastres, c'est des blocs de béton. Alors, et c'est ça pendant 40 ans.
j'ai même entendu une paroissienne qui vit encore, qui dit qu'elle a entendu, en tout cas, elle a dit que le Monseigneur Desmarais, le premier évêque d'Amos, aurait déjà dit « Je ne l'aime pas, ma cathédrale, elle n'est pas belle ». Et je serais assez d'accord avec Monseigneur Desmarais. À l'intérieur, sur le béton, imaginez le son. C'était austère. On regarde les photos là, qu'on peut voir dans l'église même. Et c'est pas vraiment beau, je dirais. Il fallait qu'ils croient, les gens, que ça deviendrait beau un jour. Ouais. Ça manquait un petit peu de chaleur. En fait, c'était un petit peu à l'image des couvents de Sainte-Thérèse d'Avila qu'on disait au début. C'était sobre, c'était austère. Et par hasard, ça s'est retrouvé comme ça aussi dans les débuts de l'Église. Les couvents de Thérèse devaient être plus beaux parce qu'ils étaient probablement finis en bois à l'intérieur, alors que là, on est sur le béton. Puis il faisait probablement plus chaud en Espagne parce que ça devait pas être une église où il faisait très... La température, elle devait être difficile à contrôler dans ce... Absolument. Ouais. Pierre, donc, c'est à partir de quelle année que ça a été transformé à l'image d'aujourd'hui? C'est en 62, là. Donc, de 1923 à 62, donc une période de 40 ans, on va finir l'intérieur. Et je vous dirais, d'abord, les gens étaient prudents. Hein? On a voulu finir de la payer avant de s'engager dans de nouvelles dépenses. Ça ressemble à chez nous, ça. Alors, dis-moi pas que ça va prendre 40 ans avant que je finisse mon entrée. C'est ça. Et quand on s'est vu prêt mais d'ailleurs, le curé qui a été nommé à ce moment-là à la paroisse, Monseigneur Lafrenière, a eu un discours très éloquent et très... pour dire aux gens, écoutez, là, notre Église n'est pas belle, il est temps de la finir, il faut faire quelque chose, le reste en ville, c'est beau. Alors, nous autres, là, il faut s'y mettre et ça va se faire à partir de maintenant. Alors, en 62, donc, on a procédé à la finition intérieure de l'Église en envisageant qu'on serait capable de payer cette finition-là. Puis puis les éléments de la décoration intérieure, là, on parle, par exemple, le marbre qui vient d'Italie, du marbre rose. On parle de tout ce qui est petite mosaïque de céramique, les vitraux aussi. Bon, essentiellement, je suis certain que les vitraux ont été la pièce majeure, si vous voulez, de cette finition intérieure. On a fait appel à une firme française, mais qui avait déjà ici au Québec des représentants, puis dans toute l'Amérique du Nord, en fait, c'est-à-dire dans le nord-est des États-Unis, dans l'ouest du Canada, ailleurs au Québec, la firme Rowe et Frères avait des contrats de vitraux à faire dans des institutions religieuses, dans des chapelles, dans des églises. Alors, c'est eux qui ont obtenu le contrat pour les vitraux d'ici. Ils ont été fabriqués en France. Et ils ont été installés sous les soins de la firme des frères Rowe. Alors, c'est certainement une pièce majeure. Et le reste, on peut penser que c'est... je suis encore à chercher qui est l'auteur, qui est le concepteur de la décoration intérieure. Et parce que c'était un entrepreneur d'origine italienne. La firme s'appelait Carli Petrucci. C'était la fusion de deux firmes italiennes, mais des Italiens émigrés à Montréal et qui s'adonnaient à la décoration d'églises, beaucoup dans tout le Québec. Alors, est-ce que c'est Carli Petrucci qui a conçu la décoration? Le dôme, entre autres, oui. les grandes caissons du dôme, la colombe. La colombe au fait du dôme. Excuse-moi, Pierre, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que sur la colombe, il y aurait des noms de gens qui sont inscrits? Est-ce que c'est vrai ou... Moi, j'ai pas... je l'entends, tu le dis, d'autres m'ont dit, mais je ne l'ai pas vu nulle part. OK, personne n'est monté vérifier. Personne qui aurait pu fournir les preuves ne l'a fait. Alors, non. Et donc, toute cette décoration un peu éclectique, là, qui est un peu est un peu byzantine, la décoration. Les vitraux, par exemple, ne sont pas figuratifs, n'est-ce pas? C'est des motifs géométriques, en quelque sorte. Et les autres éléments, dans la coupole, c'est des éléments très classiques. Vous avez des chapiteaux de colonnes. Les pilastres sont surmontés de chapiteaux corinthiens. Alors, en avant, vous avez de belles mosaïques. Ça, c'est quelque chose... je verrais très bien que ce soit Carli Petrucci qui ait
été à l'origine de ces mosaïques qui sont à l'avant dans les 3 absides, là, la coupole au-dessus du chœur et les 2 petites coupoles de chaque côté. C'est de la mosaïque de Venise. Ça a été fait en Italie, ces mosaïques-là, et ça a été posé ici par des... Et ça, j'en ai eu le témoignage par quelqu'un encore dernièrement, que son père, qui est d'origine italienne, qui était immigré d'Italie, avait travaillé pour Carli Petrucci à poser ces céramiques. Oh. Alors... donc, tout ça, je pense, a été fait avec les moyens qu'on avait. On a fait pour le mieux. C'est quelque chose de beau. J'aurais aimé être là le jour de l'inauguration. Je ne sais pas comment les gens d'Amos ont pris ça. Je n'étais pas encore ici à l'époque, mais ça a dû être un très grand moment que d'inaugurer cette église en 63, cette nouvelle église en quelque sorte, mais qui était devenue entre-temps cathédrale. Oui, et c'est ça, et ça devait être un choc parce qu'on passait justement d'une église qui était plutôt sombre, grise, sobre, alors que tout ce qui a été rajouté, c'est qu'on parle des céramiques ou les bandes du dôme, c'est coloré, ça amène une chaleur, on ne sait plus regarder. Et souvent, quand on rentre, le regard est happé vers la colombe. C'est bien ce que tu dis là. Et c'était exactement l'optique des frères Roux qui ont, je l'ai vu sur pièce, c'est-à-dire sur la correspondance avec le curé de l'époque, comme quoi ils avaient conçu les vitraux. Ils ont dit, ça va mettre de la lumière dans la cathédrale et le soleil se déplace. Vous savez, les vitraux sont placés de l'est au sud, à l'ouest. Et le soleil derrière les vitraux les fait briller et ça amène une luminosité qu'il n'y avait pas. Et je vous dirais même qu'en 2009, quand on a refait une certaine rénovation à l'intérieur, on a pris soin de faire un éclairage qui donnerait une luminosité dorée. Et on a même eu à changer. On avait mis des ampoules trop blanches et il a fallu regrimper en l'air pour aller tout remettre du doré sous les instructions du ministère de la Culture qui a dit non, vous allez remettre... et ça donne un aspect très lumineux. Et ce que tu dis à propos des... Quand quelqu'un qui se trouve à la cathédrale, une sacristine qui a de longues années passé à la cathédrale, qui a vu entrer tellement de gens, de touristes, de visiteurs, jour après jour, pendant l'été. Et elle dit, les gens entrent et tout à coup, ils élèvent le regard. Et les gens, dans le livre de visite à l'arrière de la cathédrale, les gens écrivent beau lieu de recueillement, de silence et de lumière aussi. Oui. Alors, évidemment, la question de lever, je pense, tient aussi beaucoup aux grands arcs romans qui soutiennent la coupole. Ça, c'est l'œuvre de Beaugrand-Champagne que d'avoir conçu une harmonie. Là, il y a 8 arches, oui. Les 8 arches et tout. Et il n'y a pas une seule colonne, évidemment, dans l'église. Tous les arches tiennent sur les pilastres. Pas les arches, mais oui, les arches tiennent sur les pilastres qui soutiennent la coupole. Et que vous soyez n'importe où dans l'église. Et l'avant entre deux pilastres est déjà assez vaste pour tenir le cœur. C'est beau. On voit très bien votre passion de cette architecture-là. On donne encore des messes dans cette église? On dit encore la messe. On dit. Moi, je donne des spectacles. On célèbre. On donne des spectacles, nous autres, on donne la messe. On célèbre encore la messe. Oui, à l'église, certainement, oui. J'espère que ce sera pour longtemps. Un bâtiment comme ça a une valeur dans la mesure où son usage originel est encore est vivant. Ce serait de valeur qu'un jour, on doive en faire un musée ou quelque chose d'autre. Et tu as donné, tu t'es impliqué beaucoup dans l'Église là, pour différentes choses, mais entre autres, tu as donné des visites. Tu as offert des visites. Est-ce que tu offres encore des visites à l'occasion de l'Église? Moins, mais c'est sûr que j'ai été guide touristique pendant plusieurs années. Là, ça me plaisait de faire une telle chose. Ça m'incitait, ça me stimulait dans mes recherches, évidemment. Et qu'est-ce qu'on visite quand on va faire une visite avec Pierre Tremblay ou encore avec les agents de la Maison du tourisme Amos Arikana? Moi, j'ai eu la chance d'en faire une visite avec toi. Je faisais Amos des Esquerres. Je me rappelle plus c'était quoi dans le cadre des journées de la culture. Et, tu sais, on parle justement, quand on parle de l'Église, c'est sûr qu'on parle toujours de la pièce centrale parce qu'il y a peu de gens
qui ont la chance de rouvrir les portes, d'aller voir ailleurs. Et justement, j'ai fait une visite guidée avec toi et il y a vraiment des beaux bijoux, autant des pièces que des œuvres d'art. Hein? Oui, on a une belle chapelle qu'on appelle la chapelle du Sacré-Cœur qui est à l'arrière, à laquelle on amène les visiteurs là, bien sûr, quand on fait visiter, mais dans le courant des choses, les gens viennent à l'église et en ressortent sans avoir vu la chapelle. Mais il y a des œuvres d'art sûrement intéressantes. Dans cette chapelle du Sacré-Cœur et certains autres endroits en arrière aussi. Pardon. Mais mais c'est ça. Bruno, tu me demandais qu'est-ce qu'on visite, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans la visite ou ne serait-ce que, je pense que oui, on s'en va dans la crypte, entre autres. Il y a en bas une crypte qui abrite, qui loge deux cercueils, celui de l'abbé du Domaine et celui de M. Hector Autier. Alors, cette crypte avait été voulue par M. Autier et elle a été mise en place. Et on a ces deux personnes-là qui sont inhumées là. Il y en aura peut-être jamais d'autres, mais il y aurait des emplacements pour d'autres personnes, oui. Il y a quand même des projets dans l'air là, pour l'utilisation de cette crypte. Alors, il y a des objets, hein, il n'y a pas juste les cercueils, mais il y a des objets comme une chaise, des trucs qui appartenaient justement à la famille du curé du domaine. Des objets qui ont appartenu au curé, qui ont été utilisés par le curé du domaine alors qu'il était ici comme curé, là, oui, objets qui ont servi dans la sacristie pour la messe, ou bien la fameuse chaise berçante aussi, qui était plutôt personnelle à ce moment-là. Oui. Oui. Moi, j'ai une question que beaucoup de gens me posent au cours du spectacle. La fameuse crypte, tout le monde sait que le curé du domaine est là, mais il y a beaucoup de monde qui se disent, mais pourquoi que M. Autier est là, puis pourquoi que juste lui? Qu'est-ce qu'il fait là, finalement, dans la crypte? Parce que c'était pas... ça n'avait pas rapport avec le fait qu'il fréquentait l'Église plus que d'autres. Donc, est-ce que tu sais répondre à cette fameuse question? Qu'est-ce que Hector Autier fait dans la crypte? Il dort. Oui, ils sont aussi... Faut pas parler fort. Mais avant qu'il... Il nous écoute. Moi, je suis contente qu'il soit là parce qu'on le surnomme le père de l'Abitibi. Alors, on se dit, c'est super, mais... Quand il a réservé, disons, son cercueil-là, il ne savait pas qu'il allait se faire appeler le père de l'Abitibi et tout ça. Mais la crypte, elle est due à M. Autier. Hein. Il en est la cause directe parce qu'un jour, on lui a demandé, la paroisse lui a demandé de céder des terrains pour agrandir le cimetière, ce qu'on appelle le cimetière actuel, le long de la route 111. Et M. Autier a dit, oui, je vais vous céder des terrains, mais en échange, je demande que je sois inhumé dans une crypte que vous ferez à la cathédrale. Et quand la crypte, ça a pris du temps, là, on a utilisé les terrains, mais la crypte, ça a pris beaucoup de temps avant. On a eu des plans, j'ai vu des plans de crypte assez élaborés, quelque chose de beau, de grand, élaboré par un architecte, et on n'a jamais pu se permettre une belle crypte. Et les lieux ne se prêtent pas beaucoup à ça non plus. Le sous-sol de la cathédrale n'est pas un endroit utilisable beaucoup. Hein, et on est sur le roc. Et il n'y a pas grand espace là. Alors, je suppose, et là, je peux juste le supposer, que quand on a vu peut-être la fin du curé du domaine approcher, c'est peut-être là qu'on a décidé de faire la crypte, mais à ce moment-là, la crypte, c'était uniquement les espaces pour introduire les cercueils, sans autre décoration. Et bon, le curé du domaine a décédé, a été inhumé là, M. Autier a été inhumé, et c'est seulement par la suite, c'est lors du 75e anniversaire de la construction de la cathédrale qu'on a terminé la pièce de façon agréable pour qu'elle puisse être visitée. Est-ce que quelqu'un peut, donc, est-ce que cette crypte-là, elle est comme ouverte à tous? Est-ce que quelqu'un pourrait dire, moi, j'ai le budget, le désir et la mégalomanie? Tu veux dire toi? Oui, de me retrouver dans la crypte. Tu peux faire la demande. Si quelqu'un, merci. Ça va être ma prochaine demande de subvention. Si quelqu'un a un bon budget pour nous faire une très belle crypte, je pense bien qu'on pourrait accepter. Okay. Ouais. Puis si je comprends, on peut faire comme M. Autier, avoir quelque chose et faire un troc, quelque chose qui vaut
un beau grand terrain, un lac, quelque chose. M. Authier, et là, c'est personnel ce que je vous dis là, mais M. Authier, j'apprécie qu'il soit là pour la raison suivante. Quand l'Église a été inaugurée, l'Église qui n'était pas cathédrale, en 1923, il a dit « Ce sera un témoignage de la foi religieuse des pionniers ». Il a bien spécifié foi religieuse. Et je trouve ça admirable. Et pour moi, c'est la base de tout ce qui se fait encore présentement. Il faut que l'Église soit un témoin. Il faut reconnaître la foi religieuse des gens. Et il y aurait long à dire, là, on ne s'embarquera pas là-dedans, sur la force de la foi religieuse pour la vie des pionniers, la vie des colons, de tout ce qui a suscité la colonisation. Alors... Et ça, c'est très fort. Et à mon sens, je trouve que M. Authier a mis le doigt là, sur quelque chose de très vrai, un principe de base. C'est ça qui a stimulé beaucoup chez les colons, la foi d'une meilleure vie, d'une belle colonie. Attention, non, justement pas cette foi-là. Pas la foi d'une meilleure vie, pas la foi d'une colonie, la foi religieuse. OK. Hein? C'est là que... Évidemment, il y a cette autre foi-là aussi. Il faut vouloir un avenir. L'un sert bien l'autre. L'un sert bien l'autre, mais la foi religieuse vient couronner le tout, là, et donne peut-être une force que ne donne pas la foi ordinaire. Normalement, on se décourage, puis on sac notre camp. Alors, mais si vous avez la foi religieuse, vous croyez en la providence, vous vous dites demain sera meilleur parce que la providence, mais même si demain n'est pas meilleur, vous continuez parce que vous vous dites demain sera encore meilleur. Mais la foi religieuse, elle transcende, elle est au-delà de la foi ordinaire, de la foi profane, temporelle, si vous voulez. Et je suis content que M. Authier ait précisé. Est-ce que à Amos, dans toute son histoire, dans les débuts, moi j'avais lu qu'il y avait aussi quelques personnes anglophones, donc peut-être qu'il y avait des protestants. Est-ce qu'il y a déjà eu une petite chapelle, une petite église, mais d'autres foi religieuses? Tu sais, à Val-d'Or, on sait que synagogue, il y a eu l'église orthodoxe, tout ça. Est-ce que nous, à Amos, à un moment donné, il y a eu autre chose qu'un lieu pour la chrétienté? Je ne crois pas. Je n'ai rien vu à cet effet-là. Sinon, pour les églises pentecôtistes, qu'on peut dire. Là, le centre chrétien. Centre chrétien, là. Mais et ronde aussi, leur bâtisse. Oui. Ça, là... Non, fait qu'on a tout le temps eu on parle aussi de l'Église Christ-Roi, mais qui est aussi une église catholique. Puis là, parce qu'il y a eu d'autres paroisses. Une fois qu'Amos s'est développé, il y a eu, comme, je pense, 7 paroisses au total à Amos. Peut-être pas des paroisses ou des pas à Amos, la municipalité. Il y a eu 2 dans les villages autour, si tu comptes les villages autour. Mais là, on est rendu la zone d'Amos va comporter 21 paroisses. Moi, il y a un autre building, parce qu'on parle justement de religion catholique, l'évêché, je trouve personnellement qu'il est très bien situé au bout de la grande rue. C'est une belle bâtisse imposante avec la rivière en arrière. Moi, je trouve ça magnifique. Est-ce que notre évêché est assez conventionnel parmi tous les évêchés ou lui aussi, il y a un petit quelque chose de différent ou de... J'ai jamais fouillé beaucoup. C'est sûr que c'est un bâtiment qui est intéressant, qui est beau à voir, qui est bien situé, puis qui est beau dans son environnement, c'est certain. Maintenant, pour le comparer à d'autres, je ne sais trop. Jamais on a parlé beaucoup d'originalité à cet égard-là. Et les évêchés, bien souvent, dans d'autres diocèses, ont été des bâtiments énormes. Là. Il y a des diocèses qui avaient des moyens. Là, Il y a des paroisses qui avaient des moyens, puis il y a des diocèses qui avaient des moyens qu'on n'a jamais eu en Abitibi. En Abitibi, les églises sont relativement pauvres, modestes, en tout cas. Alors, donc, pour l'évêché, je peux simplement dire que c'est un beau bâtiment qu'on peut être fier d'avoir sur notre territoire et qu'on devrait, bien sûr, protéger dans son environnement, le garder là. Et donc, j'ai vu, ils ont rénové à un moment donné le toit, ils ont remis ça en cuivre. Mais c'est quand même fascinant, dans le petit village d'Amos, qu'on considère qu'une ville maintenant, d'avoir été le lieu d'un évêché, justement, d'une cathédrale. C'est quand même pas ordinaire, ça. Ça, il y a quelque chose de spécial. C'est-à-dire que, il s'est passé des choses semblables ailleurs dans le Québec. C'est-à-dire que vous commencez une région avec Amos en est le chef-lieu, en quelque sorte, l'Abitibi.
Mais là, le développement, tout à coup, il prend une autre allure. Le développement économique se passe ailleurs. Moi, j'ai vu ça à Kamouraska, là, Rivière-du-Loup, dans ce coin-là. Alors ici, c'est ce qui se passe. Le développement de population, l'augmentation va être du côté de la faille de Cadillac, c'est-à-dire de Val-d'Or-Rouen. Hein? Alors, l'Abitibi, Amos a perdu son importance, mais au moment où il a été décidé qu'Amos serait le siège d'un diocèse, vous savez, c'est en 1938 qu'il a été, à la fin de 1938, qu'on a établi Amos comme siège du diocèse. Bon, déjà, même en 1914, quand Monseigneur du Domaine fait sa chapelle-école, quand le curé du Domaine travaille pour la chapelle-école, déjà, je l'ai vu encore dernièrement, il envisage, il se rappelle que son évêque, ça fait pas longtemps, ça fait juste un an que son évêque lui a dit « c'est un diocèse que je vous envoie fonder ». Alors, il dit « je sais quelle était ma mission ». Qui dit diocèse, dit cathédrale. Bon, en 1922-23, c'est certain que cette idée-là habitait le curé du Domaine à plein. On ne le voit pas dans les documents rares, sauf dans un écrit du curé du Domaine lui-même. Bon, il envisage, lui, que ce sera une cathédrale, et c'est peut-être pas pour rien qu'il est allé chercher Beaugrand-Champagne. Mais quand vient le temps, en 1900, évidemment, l'Abitibi grandit, puis c'est le temps de faire un diocèse. Évidemment, c'était logique de penser qu'il pourrait y avoir un diocèse abitibien. Hein, toute l'Abitibi dans un même diocèse, qui se séparerait du diocèse des Libérés dont on faisait partie. Or, en 1936-37, le curé du Domaine y est inquiet. Il n'est pas sûr qu'Amos sera choisi comme cathédrale, comme siège du diocèse. Et ça, j'aurais voulu fouiller cette question-là. Il va falloir que quelqu'un d'autre le fasse, parce qu'il y aurait des documents à aller voir à quelque part pour aider la personne. Et on pourrait voir, je suis certain qu'il y avait une rivalité qui commençait à naître entre une autre ville de l'Abitibi et Amos. Et le curé du Domaine a été inquiet de la nomination d'Amos comme siège. Alors, et là, ça s'est fait. Probablement que le fait d'avoir une bâtisse, une église de cette ampleur-là, de ce caractère-là, probablement que ça l'a aidé à confirmer le côté Amos siège de diocèse, c'est-à-dire siège d'une cathédrale. C'est un pléonasme parce que le mot cathèdre veut dire siège. Alors, donc, voyez-vous, ça aurait pu dévier. Il y a eu un bon suspense. C'est qui la compétition? On en reparlera. On en reparlera. Mais nous, ce qui nous a aidés, justement, c'est qu'on avait de toute façon la plus belle église de la région. Donc, ça l'a beaucoup aidé, probablement. Ça a certainement aidé. Bon, et voyez-vous, là, le diocèse a été formé. Le diocèse d'Amos a été formé. Mais ce n'est pas toute l'Abitibi qui est entrée dans le diocèse d'Amos. Je pense qu'on aurait encore longtemps à en discuter de ce sujet-là avec Pierre Tremblay parce qu'il est passionné, c'est fabuleux, puis c'est très intéressant. Et si, par exemple, on voudrait approfondir notre connaissance sur la cathédrale ou sur l'histoire de cette cathédrale, est-ce qu'il y a des écrits officiels sur l'Église, sur cette Église-là, où on s'informe davantage sur, par exemple, dans le livre du centième de la ville. Ou faire une visite guidée, carrément, oui. Faire une visite guidée, certainement. Maintenant, le livre, oui, du centenaire d'Amos, où là, on raconte l'histoire de la paroisse, et là, l'histoire de la cathédrale a été dite là aussi. Je vais vous dire, un jour, Denis Chabot, historien de Val-d'Or, m'a dit Pierre, ça nous prend une histoire de la cathédrale, ça serait à toi à faire ça. Mais il était trop tard. Je ne peux pas me lancer là-dedans. C'est un travail qu'il y aurait à faire exprès juste pour la cathédrale. Là, il y aurait beaucoup de choses à faire. Dans ton spectacle, ce sera une cathédrale, l'esprit derrière la construction de l'Église, elle était palpable. Ouais. Est-ce qu'il est édité, ce texte-là? Non. Il n'est pas rendu disponible non plus? Non. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Une fois, ça vous prend une Il faudra sortir tout ce qu'il y a de ton ordinateur, Pierre. On va continuer d'en parler. Alors, on va parler maintenant de la partie création avec Véronique un peu plus en vedette cette fois-ci. Donc, Véronique, dans Amos vous raconte son histoire. On a vraiment une scène où on te plonge dans les travaux de la construction
l'effervescence autour de ce projet-là d'envergure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, faire une mise en contexte dans le temps? Oui, alors on est dehors, devant la cathédrale. On fait comme si elle n'existait pas, puis elle n'était pas encore construite, l'église. Et donc, on serait comme au début. Là. La scène, c'est que la soumission a été acceptée et qu'on va très rapidement commencer les travaux. Donc, c'est une rencontre entre certains notables de la ville. On a M. Autier, M. Gour, le curé, l'architecte. Et plus tard, on va avoir des paroissiens, des citoyens qui viennent un petit peu mettre leur nez dans ce projet-là. Parce que naturellement, à l'époque, quand on construisait une église, même si ce n'était pas de la poche du citoyen, tout le monde est venu travailler à la construction de cette église-là. Donc, on fait semblant, disons, que les travaux vont commencer. Mais là, dans la scène, on a Aristide Beaugrand-Champagne. Et là, on sait que les architectes n'étaient pas nécessairement sur les chantiers. Ils élaboraient les plans et en compagnie peut-être de techniciens en architecture qui étaient sur le terrain ou des contremaîtres de chantier. Est-ce qu'Aristide Beaugrand-Champagne est officiellement déjà venu à Amos? Je n'en sais rien. J'ai rien vu à cet effet-là. J'ai vu une correspondance qui existe entre Beaugrand-Champagne et le curé, mais à savoir qu'il soit venu ici, il me semble que ça aurait fait un choc, ça aurait créé une onde de choc et je n'ai rien vu dans les documents qu'on peut avoir à l'Église. C'est drôle. Moi, tu vois, je ne sais plus où je l'ai lu, qu'il serait venu une fois et qu'il aurait été le seul architecte qui serait venu à Amos. Une fois, peut-être pas pendant la construction, je pense que c'était peut-être avant. Je ne sais pas si c'était pour rassurer les citoyens lors d'un conseil de ville ou quelque chose comme ça, mais il serait venu une fois en chair et en os quelques jours. Donc, je me rappelle plus où je l'ai lu. Bon, ben, en tout cas, nous, dans la scène d'Amos vous raconte son histoire, on le fait venir. C'est très bien, c'est très bien. Pour défendre son projet, qui était original, face à la population qui était divisée par rapport au projet. Bien, comme Pierre l'a dit au début, il n'y a pas de nom officiel. On n'a pas de gens qui ont parti une pétition, qui ont parti un mouvement d'opposition. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti différents arguments pour s'opposer au projet, soit que ça coûte trop cher, soit qu'on pourrait être plus humble, soit qu'on veut une église en pierre des champs avec un clocher pointu, comme se fait partout, soit que c'est trop démesuré. Bon, tout ça. Donc, toutes les petites oppositions, je les ai, disons, réparties sur un ensemble de citoyens. Donc, c'est pas une personne qui t'identifie, c'est plein de gens. Et à chaque année, Bruno, c'est une pièce, c'est une scène, en fait, où je fais participer aussi beaucoup de gens, soit qui ont des petits rôles, soit que c'est leur première année. Donc, c'est une scène que je change de personnage beaucoup à chaque année. Fait que c'est pas attribué à des gens spécifiquement. C'est comme le cœur de la population, un cœur constitué de la population. Mais c'est très efficace dramatiquement parce qu'un cœur au théâtre, c'est fort, ça soutient. Et ce qu'on fait, en fait, c'est que moi, j'oppose le cœur des citoyens à celui des notables et de l'architecte et du curé, qui eux autres. Fait qu'on a ceux qui sont pour le projet puis ceux qui sont contre, et ça fait un petit brasse camarade très sympathique. Mais on sait très bien que tes textes sont teintés de parfois de petits éditorial. Oui. Donc, tu aimes imaginer, tu as aimé imaginer qu'il y avait eu une vraie petite prise de bec parce que même aujourd'hui, en 2000, dans les années 2000, il y a encore des critiques sur cette cathédrale-là. Et je pense qu'on s'est permis peut-être un peu de critiquer à ce moment-là au début de la construction. Puis même si ça n'a pas eu lieu, je me dis, tu sais, des fois, on peut critiquer dans notre salon, ou critiquer entre nous. On apprend qu'on va avoir une grande église avec un gros budget. Je me dis, les gens chez eux ça devait être un sujet d'actualité très important, que la construction de cette église-là. Donc, je me dis, les gens s'en parlaient. Ça ne veut pas dire qu'ils sont allés voir officiellement le curé ou qu'ils l'ont dit à voix haute. Des fois, c'est entre nous qu'on dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, ce projet-là. Moi, je trouve que c'est trop cher. Donc, finalement, on entend peut-être ce que les gens ont pu penser. Les gens, justement, ont participé à la construction de cette église-là. Les citoyens d'Amos, ils étaient impliqués dans la construction de l'église? Ça, j'entends dire ça souvent, mais je vais vous avouer que j'ai jamais rien vu de ça.
ce qu'on voit dans les documents, il y a un entrepreneur qui avait la charge des travaux, il a engagé des gens, puis l'église a été construite. Je vois nulle part question de bénévolat. Mais des fois, quelqu'un me dit, mon père a travaillé à la cathédrale, mais est-ce que c'est par bénévolat ou qu'il a payé, il est engagé comme menuisier, est engagé? Bon. Donc, les gens n'avaient pas à donner, par exemple, 1 heure par jour à la construction de l'église. Il n'y a rien qui dit ça nulle part. Parce que ça se faisait dans des petits villages. Tout le monde aidait, par exemple, à construire ou à lever la charpente d'une petite église. Mais ici, non. Non. OK. C'est peut-être d'autres choses qui ont aidé, là. Ils ont peut-être raclé le terrain, ramassé les vidanges. Peut-être. J'imagine que... De toute façon, c'était quand même au cœur du petit village. Oui, tout le monde devait passer, aller voir le chantier, puis peut-être qu'il y en a qui voulaient aider. Et là, Aristide Beaugrand-Champagne, dans la scène, ouais. a justement essaie de clore la discussion en faisant un geste dramatiquement... avec un impact là, pour convaincre, là, mettre un point final à la discussion. Donc, c'est quoi ça, cette anecdote-là? Ça, encore là, j'aimerais ça que Pierre me confirme si c'était vrai ou pas, mais on dit que Aristide Beaugrand-Champagne, pour prouver aux gens que la coupole n'était pas trop lourde, elle n'allait pas s'effondrer, puis il faut dire que c'était pas un genre d'architecture où on était habitué de voir une coupole si grosse, on parle de béton, les gens se disent, bon, ça va pas tenir, ça va finir par fendre puis s'effondrer. Alors, on raconte que Aristide Beaugrand-Champagne a dit, ben moi, là, quand la coupole va être installée, je vais aller m'asseoir en dessous une journée puis une nuit, puis vous allez voir que demain matin, je vais être encore là. Est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il a juste dit qu'il allait le faire? Ça, encore là, j'ai pas de preuve officielle, mais on s'entend-tu que théâtralement, c'est fort, là? Moi, j'imagine le monsieur toute la journée puis la nuit assis, obstiné, pour montrer, puis là, les gens le regardent, puis ben, il a survécu et elle est encore là. Est-ce que ça s'est passé, Pierre? On se demandait tout à l'heure si Beaugrand-Champagne était venu à Amos. Oui, hein? Fait que s'il n'est pas venu, il l'a pas fait. C'est pour ça qu'il est venu. Juste pour le défi. Mais bon, j'avais pas pensé aborder cette affaire-là, mais est-ce que j'aurais fouillé un peu plus loin dans mes documents? Mais j'ai une lettre, quelque part, une lettre qui a été adressée à Monseigneur Drainville, évêque d'Amos déjà, de quelqu'un du monde architectural qui me demande s'il n'y a pas eu Beaugrand-Champagne comme professeur ou quelqu'un d'autre l'aurait eu comme prof, parce que Beaugrand-Champagne, c'est quand même lointain. Et il semble que l'histoire se racontait même dans les cours de Beaugrand-Champagne. Oh yeah! Bon, mais c'est pas encore une source tout à fait fiable. Ça, oui. Mais pour un spectacle, c'est très fiable comme source, en tout cas. Peut-être pas pour un historien. C'est-tu pas vrai? Oui, c'est ça. Et donc, dans la scène, Aristide, entre nous, on l'appelle ABC. Parce qu'Aristide Beaugrand-Champagne, on ne veut jamais écrire ça dans un texte. Entre nous, les comédiens, il s'appelle ABC. Donc, ABC, c'est ce qu'il a utilisé pour finalement essayer de faire taire la foule de citoyens. Est-ce que ça a fonctionné? Bien, fait que donc, dans la scène, il dit, c'est ce que je vais faire, je vais vous le prouver. Ben non, il y en a encore qui se disent, c'est ça, on va vous retrouver crapoutis, on va avoir votre mort sur la conscience. Et c'est donc, finalement, Amos qui se choque et qui renvoie tous les personnages de la scène parce que c'est très dur de contrôler une foule en furie. Alors, Amos les menace de les cliquer, de les effacer carrément du spectacle. Donc, tout le monde s'en va un peu en chialant. Donc, l'esprit de la scène, c'est de montrer que le projet était peut-être ambitieux, il était chérant pour l'époque, tout ça. C'était spécial aussi au niveau de l'architecture. Ça plaisait peut-être pas à tous. Fait que c'est pour montrer qu'il y a peut-être eu, justement, là, des petits grains de sable là, pendant ces années-là qu'on devait faire ce projet-là. Et qui s'est fait. On va l'écouter, cette scène-là, justement, alors avec ce qu'on appelait... on appelle maintenant, entre nous, la scène des chialeux. Dans la scène de la construction de l'église, on a Monsieur et Madame Gour, qui sont très supporters du projet, le couple Autier, dont la femme se propose d'offrir même une statue. Car Madame Autier était très pieuse. On a naturellement le curé et l'architecte. Donc, les chialeux sont constitués dans cette scène-ci de Madame Mascotte, Olive Mascotte, Madame O'Brien, Bénard,
Déméris Jobidon, Bernadette Turcotte. Alors, on écoute la mise en lecture de la scène tirée du circuit Amos vous raconte son histoire et on vous revient tout de suite après avec Pierre Tremblay. Nous interrompons votre programme pour nos annonces commerciales. Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire totalement gratuitement à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur Noroto Nissan, qui saura vous trouver les véhicules appropriés. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de l'Abitibi, la ville de l'avenir longée par la majestueuse rivière Aricana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation aurifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de 3 projets miniers près de Lebel-sur-Quévillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Imprimerie Aricana, les experts de l'impression et des objets promotionnels en région. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et Bao Média. Merci également au Cinéma Amos. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications qui offre des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protect, au centre du camping d'Amos et la Sarre, PME Inter, Notaire Abitibi, Remorquage Belles-Îles, Raymond Chabot Grant Thornton, Canadian Tire d'Amos, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. De retour à votre programme principal. Bonjour, monsieur le curé. Monsieur Beaugrand-Champagne, vous avez fait bon voyage? Je suis dans une forme extraordinaire. Eh bien, nous vous sommes reconnaissants de venir nous voir. Bon séjour parmi nous. David, Hector, nous étions en train de regarder les derniers plans de la nouvelle église. Tout simplement passionnant. Monsieur le curé, vous êtes passionné par tout ce que vous entreprenez. Monsieur Beaugrand-Champagne est aussi un homme de passion, mon cher Hector. Au-delà de l'architecture, il se passionne pour l'histoire et particulièrement sur l'archéologie. L'histoire, le passé, les anciennes civilisations exercent sur moi une fascination sans borne. Eh bien, le dîner de ce soir risque d'être des plus intéressants. Et les travaux commencent toujours en 1922? Oui, la soumission de 124 000 $ est acceptée. Les travaux débuteront sous la direction du contremaître Dieudonné Péloquin. Oh non. Monseigneur a choisi le meilleur site pour votre nouvelle église. Vous voyez que par sa position, elle sera visible de loin, embellissant considérablement le centre-ville. Imaginez l'immense coupole cuivrée scintillante sous le soleil, irradiant une lumière quasi céleste. La chrétienté rayonnera. Bâtir un temple à la grandeur de Dieu et de la foi des gens. Je souhaite vraiment une église à l'épreuve du feu. Vous savez, comme c'est un fléau dans cette région. À ce sujet, ma femme vous souhaite le bonjour. Monsieur le maire, monsieur le député, les citoyens devront mettre l'épaule à la roue afin d'élever l'impressionnante charpente de 160 pieds de hauteur. Nous aurons besoin de tous les hommes volontaires pour cette colossale construction. Cette église sera la fierté des Amossois. Ouais. Tout à fait. Écoutez, mes chers paroissiens. Je sais que tout le monde en ville ne parle que de la nouvelle église. Go, say it now. Je peux pas dire ça au curé, voyons. Allez, go. Monsieur le curé, votre monsieur de Montréal a réussi à vous embominer avec ses idées de grandeur. Marguerite, quand Monseigneur la Tulipe m'a nommé curé de cette nouvelle colonie, il m'a dit qu'il m'envoyait ici pour fonder un nouveau diocèse. Il nous faut une église digne de ce plan. Exactement. Monsieur le curé s'est toujours douté qu'il se passerait de grandes choses ici. Ça prend des visionnaires comme lui pour créer une nouvelle colonie, ma petite fille. Oublie pas ça, manoir. Well, Mr. Beaugrand-Champagne, vous êtes celui qui avait construit l'église Saint-Michael in Montréal? En effet,
Et je veux m'inspirer de l'église Saint-Michel pour faire la vôtre. L'église sera construite selon le style romano-byzantin. La particularité de ce style est qu'elle est de forme circulaire, contrairement aux églises latines qui sont en forme de croix. Oui. Une église ronde, comme celles en Europe, là? Ce sont des mosquées, ce n'est pas très catholique. Cette architecture la rendra unique dans toute l'Amérique. Les gens viendront de loin pour voir cette imposante église surgie de la forêt. Pensez à la Tour Eiffel. Plusieurs Parisiens s'y opposaient au début. On disait qu'elle allait défigurer Paris. Mais maintenant, cette imposante architecture de fer, ode à la modernité et au progrès, fait maintenant la fierté de Paris. Voilà. Ben, vous savez que nous autres, là, on n'est pas des péteux comme les Français. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Ben non, pas toi, Bernard. T'es un péteux qu'on aime. Oh, c'est bien vous autres, les Amosois. Faut que ça pète plus haut que le trou. Pas capable de se contenter d'une simple église en pierre des champs avec un clocher pointu comme dans tous les villages de la province. Mais vous n'êtes pas qu'un simple village. Vous êtes le berceau de l'Abitibi. Then use rich material. Le béton que vous utilisez, c'est ugly, ou comme vous dites, c'est laid. Oh, l'anglaise! Oh, il nous faut quelque chose de beau et d'élégant pour compenser. Oh, je suis prête à vous offrir une statue. Ah, bonne idée, Madame Elle va Autier. s'appeler comment, cette église-là? Sainte-Marie du Fumet? Comme c'était le jour d'anniversaire de Sainte-Thérèse d'Avila, Monseigneur La Tulipe a mis la paroisse sous sa protection et lui a donné son nom. Vous savez, je suis l'un des premiers architectes québécois à utiliser le béton armé dans la construction d'une église. Ce matériau permet de faire des réalisations grandioses. La structure sera d'acier et de béton armé. Le dôme sera fait des mêmes matériaux. Il sera soutenu par 8 arches disposées à égale distance. Il mesurera 100 pieds de diamètre, ce qui en fera le plus grand dôme de béton armé au Québec. Encore du pétage de brou. Ouais, vous savez qu'on peut aussi bien faire son salut dans une église en bois que dans une cathédrale bâtisse. Vous avez raison. Dieu ne demande pas de tels monuments. La foi des gens ne se mesure pas à la grandeur de leur lieu de culte. Mais je vous rappelle l'importance de bâtir à l'épreuve du feu. Pensons à la tragédie qui vient d'arriver à Halle-Berry, ville de Monseigneur. Avez-vous eu des nouvelles de l'évêque? La ville de Monseigneur y a presque passé au complet. Les écoles, les magasins, les maisons, l'hôpital, les véchés et l'orphelinat, tous en cendres. Mais le pire, c'est qu'une centaine de personnes s'étaient réfugiées dans la cathédrale de Monseigneur, pensant ainsi être épargnées des fureurs des flammes. Bien, le feu les a tous brûlés. Suivant! Monseigneur est bien abattu de cette épreuve. Je comprends. Vous comprenez que nous tenons plus que jamais à ce que l'Église soit à l'épreuve du feu, afin qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus jamais. Maybe, but un dôme en béton va nous tomber sur la tête. Voyez-vous ça, Wedding de Loulou? C'est exagéré. Je peux vous assurer que l'Église ne s'effondrera jamais. La coupole risque d'être trop massive, trop lourde. Monsieur le curé, n'allons pas prendre la chance de mourir en pleine messe. Pour prouver aux sceptiques que l'église de Sainte-Thérèse d'Avila ne s'écoulera jamais, je vous propose un défi. Lorsque le dôme sera édifié, je m'assoirai sur une chaise et j'y resterai une journée et une nuit entière, sous la coupole. La plus grosse coupole autoportante de toute l'Amérique du Nord. Puis au petit matin, on vous retrouve tout écrapouti avec votre mort sur la conscience? Non, j'y serai toujours, et en un seul morceau. Les doutes seront démolis. Mais pas l'église. Moi, je vous le dis, Mademoiselle O'Brien, ça va être beau. Wow, ça va faire le chiolage, là. Hey! Un des plus grands architectes de la province va réaliser les plans de notre église. Ça, là, c'est un projet ambitieux et audacieux. Mais avec des visionnaires, on fait pas de l'ordinaire. Mais pour le monde ordinaire, l'extraordinaire, ça dérange, hein? Bon, je vous ai entendu. En espérant que la rencontre de demain se déroule dans le calme. La peur de l'inconnu travaille les gens. Je le sens depuis le début. Vous avez ici des hommes et des femmes extraordinaires, des vrais pionniers, des gens de cœur, des gens qui voient grand. Mon cher Viateur, cette polémique sera une histoire rapidement oubliée. Je l'espère bien. C'est la première fois qu'un architecte daigne venir ici et on l'accueille avec une brique et un fanal. Les Amosois ont besoin de beaucoup de temps, monsieur le curé, pour accepter le changement, mais ils aiment être uniques. Je sais. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos Arikana, le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Routier,
le Centre d'archives d'Amos, le dispensaire de la Garde à la Corne, et de même que le Musée de la Poste et de la boutique de Forge de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me/raccourci. Merci beaucoup aux comédiens d'avoir... vous êtes livrés à l'exercice de la lecture théâtrale. Donc, Véronique, cette scène-là n'a pas toujours eu lieu parce que là, présentement, on la joue à l'extérieur, même dans les marches du parc de la cathédrale, mais auparavant, elle était à l'intérieur de l'église. Pourquoi on ne la fait plus là? Bien, c'est une question d'acoustique. Quand une église est conçue, je pense, c'est fait pour que quand le curé va justement célébrer la messe, bien, que la voix puisse bien voyager dans l'espace. Or, nous, la scène, on la faisait ou là où on s'assoit le public. Donc, l'acoustique, il y a beaucoup d'échos, de réverbération, et même si on essaie de ralentir la voix, ben, on se faisait souvent dire que les gens n'entendaient pas certains mots ou certaines mêmes voix de comédiens qui se prêtent pas à ça. Et après plusieurs années, on a dit, on va arrêter de s'obstiner à parler dans un endroit qui sert pas bien notre voix, et on est sorti dehors. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on voulait vraiment faire rentrer le public dans la cathédrale parce qu'elle est magnifique, c'est qu'on en a profité pour organiser une cérémonie de mariage qui fait qu'on n'a pas à parler. Et donc, le public est là et on voit tout le cortège de la troupe au complet qui se rend au mariage. Ils sont bien habillés. On s'installe. Ils sont accompagnés à l'orgue par Martine Bellil. Oui, qui justement joue l'orgue. On a vraiment la chance de tout mettre là, exactement. en valeur. Et là, on a toute la troupe qui est comme dans toutes les marches, tout cela. Et Amos Desesquers invite le public à prendre une photo souvenir parce que c'est le seul moment où on voit toute la troupe au complet, on est tous bien habillés et on est dans la cathédrale. Donc, on célèbre un mariage maintenant. Et j'en profite pour remercier la fabrique et les gens qui s'occupent de l'Église parce qu'on a la chance depuis 10 ans de pouvoir offrir ça à nos spectateurs, de rentrer dans la cathédrale. Ils collaborent très bien. Puis je pense que c'est un bon moment du spectacle quand on rentre dans la cathédrale. Donc, merci de votre implication dans le projet. C'est très généreux de votre part. Ensuite, je suis pas mal ça par rapport à... On a fait le tour du sujet. Pierre, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien, ça m'a fait plaisir, même si au départ, j'étais un petit peu rébarbatif, mais vous avez réveillé quand même un enthousiasme que j'ai déjà eu et que je peux encore réveiller quelquefois. C'est fantastique. En tout cas, c'est un privilège pour nous autres, vraiment, d'avoir eu ta présence aujourd'hui. Tu as travaillé avec M. Claude Ferron sur un projet qui met les églises également en valeur. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, c'est l'église abitibienne. En fait, ça part déjà de Claude lui-même qui a fait des tableaux de beaucoup de bâtiments patrimoniaux dans l'Abitibi. Alors, j'ai choisi là-dedans des églises du diocèse d'Amos et j'ai fait des textes pour chacune des églises. Alors, je suis allé aussi dans chacune de ces églises pour en saisir l'atmosphère, l'ambiance. Et j'ai fait des textes qui accompagnent le tableau ou la reproduction du tableau de Claude. Alors, j'étais content comme ça de faire ce travail. Est-ce que c'est dans le but d'en faire un ouvrage plus tard que les gens pourraient... c'est édité, ça? L'ouvrage a été fait, ça a été édité. Alors là, on peut te lire, là. L'édition a été écoulée, épuisée. Ah bon? C'est le fun de se faire annoncer ça. C'est l'humilité, là. On fait des petites éditions, puis je comprends. Ouais. On peut aussi réécouter par rapport à la cathédrale ou au curé du domaine les émissions numéro 3 du podcast sur la famille Turcotte qu'on a parlé un peu des débuts. L'épisode 7 aussi sur les grands incendies où on parle du curé du domaine. Donc, vraiment, le curé du domaine a été un personnage marquant du début de la colonisation. Eh bien, Pierre, est-ce que tu as un mot de la fin à nous laisser?
Pas particulièrement. Remarquez bien, c'est vous autres qui menez les... Moi, je vais y aller avec un « Amen ». Ça conclut bien. Bon, voilà qui va bien. Ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il, disait-on dans le temps. Exactement. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été avec nous pour avoir co-animé aujourd'hui. Merci, Bruno. Alors, moi, j'invite les gens à faire comme à l'époque, c'est-à-dire aller se promener autour de la cathédrale, voir le chantier, donner son opinion et puis revivre un petit peu une deuxième vie de l'Église. Et même entrer à l'intérieur, vous recueillir, peu importe de quelle religion vous êtes, si vous allez là-dedans, vous allez retrouver une paix intérieure, c'est garanti. Je vous le garantis. Alors, merci beaucoup à nos partenaires qui ont contribué au succès de cette émission. Merci à vous également, cher public. J'aimerais ça vous rappeler si vous avez aimé le podcast aujourd'hui, de l'aimer, de le partager, de le commenter. C'est important pour nous. C'est notre petite paye pour faire connaître ce beau podcast qu'on a fait pour vous. Donc, merci à la maison, sans qui tout ça, ce ne serait pas possible. Donc, on vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine.